Un chiffre renverse soudain une frontière longtemps figée. Plus de 74 000 passages en moins d'un mois. Cette statistique fulgurante transforme un ancien no man's land en espace mesurable, révélant à la fois une promesse d'ordre public et la fragilité d'un territoire sous pression. Que signifie pour les habitants et pour Ibrahim Traoré lui-même une telle densité de mouvement là où il n'y avait que des registres emportés par le vent? Peut-être l'esquisse d'une souveraineté qui recommence à respirer. La promesse initiale paraît simple, presque méthodique: transformer une zone marginalisée en un espace où la frontière devient un service public tangible, visible et prévisible. Le bénéfice est clair: une frontière fiable, utile, continue, accessible au quotidien. Mais cette clarté apparente contient un enjeu plus lourd qu'un simple poste administratif. Si Galgouli tient durablement, il peut devenir une matrice nationale, un standard reproductible pour d'autres marges du Burkina Faso. S'il échoue, il rejoindra la longue liste des infrastructures éphémères du Sahel, ces mirages qui s'évanouissent dès que l'adversité se présente. Derrière le récit d'efficacité se profilent Asnouguenan des risques réels: l'essoufflement des financements, la pression persistante des groupes armés, l'incertitude géopolitique régionale et la vulnérabilité psychologique d'un territoire longtemps habitué à l'abandon. Chaque journée sans incident n'est plus une routine, c'est une preuve accumulée, et chaque preuve conditionne la crédibilité d'un modèle que beaucoup observent déjà comme un test de souveraineté appliquée. En moins d'un mois, Galguli est devenu l'espace le plus mesuré du Sud-Ouest, avec plus de 74 000 mouvements enregistrés. Ce chiffre, certifié par l'OAM, révèle une densité de vie longtemps invisible, faute d'outils capables de la décrire. Le plus frappant n'est pas seulement la masse des traversées, mais la vitesse de la bascule. Un territoire réputé flou, instable, presque sans contour administratif, se met soudain à produire des traces exploitables. Là où l'on devinait des flux, on peut désormais les compter. Là où l'on vivait dans l'approximation, on entre dans le mesurable. Et ce passage d'un vide à une donnée change immédiatement la manière dont un État se projette sur ses marges. Avant cette mutation, la zone fonctionnait comme un entre-deux incertain. Les registres sur papier se dégradaient, s'envolaient, disparaissaient. Les patrouilles improvisaient plus qu'elles n'observaient. L'autorité publique apparaissait par intermittence, parfois visible, souvent absente. La frontière n'était pas un service, elle était une faille. Dans cette faille, trafiquants, migrants et groupes armés trouvaient un avantage tactique. L'absence de routine rendait chaque passage négociable, chaque déplacement risqué, chaque incident difficile à prouver. L'ouverture du poste le 15 juillet 2023 introduit alors une rupture discrète, presque technique: énergie solaire, eau accessible, scanner biométrique, transmission directe des données vers Ouagadougou. La technologie ne sert pas seulement à identifier, elle impose un rythme. Elle transforme une ligne invisible en institution répétable et une institution répétable en outil de stabilisation. Ce basculement rejoint un principe que Ibrahim Traoré met en avant dans ses interventions: la sécurité ne se décrète pas, elle se construit dans la répétition de gestes simples. À Galgouli, l'idée prend une forme concrète: être vu, être enregistré, pouvoir revenir le lendemain sans craindre l'arbitraire. Le poste ne raconte pas seulement une modernisation, il raconte le retour d'une prévisibilité. À Galguli, le changement ne se lit pas d'abord dans les discours, mais dans une scène précise, presque banale: l'étal de Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, installée à quelques mètres des installations solaires. Son témoignage tient en une formule sans emphase: autrefois, l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, elle vend là où elle n'aurait jamais osé rester.
Et sa phrase la plus simple résume la bascule: ils nous ont apporté la lumière et la paix. Cette voix locale devient un fil conducteur parce qu'elle mesure la transformation à l'échelle du quotidien. Les enfants jouent près des câbles et des panneaux. Les gardes, jadis perçus comme des silhouettes lointaines, deviennent des repères familiers. La frontière cesse d'être une zone tampon et se transforme en lieu fréquenté, rythmé par des routines administratives plutôt que par l'inquiétude permanente. Un second témoin, ancien officier devenu animateur radio, condense l'effet psychologique en quelques mots. Quand on sert, on est enfin vu. Dans un territoire habitué à l'effacement, cette reconnaissance modifie les comportements collectifs. Les marchés s'organisent à des heures plus régulières. Les trajets se planifient avec moins d'angoisse. Les familles s'autorisent à rester au lieu de se déplacer par réflexe de survie. L'impact précoce tient donc à une évidence rarement obtenue au Sahel. La présence cesse d'être sporadique pour devenir prévisible. Et dans cette prévisibilité, un mécanisme s'enclenche. La confiance ne surgit pas d'un slogan, elle naît de la répétition. Une infrastructure, ici, ne change pas seulement un paysage, elle change la manière de l'habiter. L'activation commence le 15 juillet 2023 quand le poste frontalier de Galguli ouvre sous un soleil qui écrase tout. Rien, à cet instant, ne ressemble à un tournant historique. Quelques soldats alignent des barrières. Des techniciens vérifient les panneaux solaires. Les habitants observent à distance sans s'approcher. Puis, un bruit sec coupe l'immobilité. Le premier clic des scanners biométriques. Ce son métallique marque la fin d'une ère faite de registres froissés, de listes incomplètes et d'identités négociées au gré du vent. En quelques heures, les formulaires papier deviennent inutiles. En quelques jours, les gestes changent. Là où l'on passait autrefois en silence, on présente désormais un document, on s'identifie, on laisse une trace. Le simple fait d'être vu devient une nouveauté administrative et cette nouveauté restructure immédiatement le quotidien. Les premières files apparaissent, des motos arrivent, des transporteurs franchissent la ligne, des commerçants tirent leur charrette, des familles traversent avec une régularité inattendue. La frontière, longtemps perçue comme un vide, commence à se comporter comme un mécanisme. Le flux suit, massif et continu. L'OIM enregistre alors un volume que personne n'osait affirmer avec certitude. Plus de 74 000 mouvements en moins d'un mois. Chaque passage produit une donnée exploitable. Chaque donnée renforce la présence de l'État. Les habitants comprennent que le poste ne se contente pas d'observer. Il organise, il filtre, il structure. La frontière cesse d'être une faille tactique. Elle devient un service et un service implique des attentes, des horaires, des habitudes. Puis vient le moment où le récit bascule dans la tension. Les rumeurs se propagent plus vite que les voyageurs. Dans le nord, certains groupes armés affirment que la station n'est qu'une façade technologique étrangère. À Galguli, la peur revient par vagues. On murmure que le poste sera attaqué, que les panneaux solaires seront sabotés, que l'infrastructure ne tiendra pas. Ce n'est pas une panique ouverte, mais une inquiétude obstinée alimentée par des années d'abandon où tout ce qui apparaît finit par disparaître. La tension gagne alors Ouagadougou, où Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. L'instruction est simple, presque brutale: tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Pour la première fois, une infrastructure civile appelle une réponse militaire directe et non l'inverse. Le message officiel s'aligne sur l'événement. Le Burkina Faso reconquiert ses frontières. La formule est politique, mais sa traduction est concrète. Des hommes supplémentaires, des rondes plus visibles, une chaîne de commandement qui ne se contente plus de réagir.
Les nuits suivantes deviennent des tests silencieux. Les câbles solaires brillent comme une provocation dans l'obscurité. Les groupes armés observent, évaluent, s'approchent sans s'exposer. Mais la brèche qu'ils espéraient ne s'ouvre pas. Chaque matin, le poste rouvre, les scanners fonctionnent, les fils reprennent leur forme. Cette stabilité obstinée devient le cœur du récit. La frontière n'a pas cédé parce qu'on l'a tenue. La rémanence s'installe ensuite, plus lente mais décisive. Les marchés rouvrent plus tôt. Les trajets deviennent réguliers. Les commerçantes reprennent chez Juk leurs étals. Les familles restent au lieu de partir vers des zones jugées plus sûres. Une microéconomie née autour d'environ 200 emplois directs et indirects. Et au fil des jours, une conclusion s'impose sans emphase. La souveraineté tient lorsqu'elle se répète. Avant juillet 2023. Et Galguli ne disposait d'aucun registre fiable et d'aucune donnée connectée. Moins d'un an plus tard, le Burkina Faso passe de 0 à 4 postes biométriques opérationnels, avec Galguli comme prototype fonctionnel. Ce saut, en apparence technique, déplace la précision du centre vers les marges et change la manière dont l'État mesure, décide et réagit. Un premier signe apparaît, le volume de mouvements enregistrés. En moins d'un mois, l'OAM comptabilise plus de 74 000 traversées dans une zone longtemps considérée comme marginale. Cela révèle une activité quotidienne longtemps invisible aux administrations. Cela transforme un espace flou en territoire mesurable et analysable. Et cela remplace la rumeur par une série de faits exploitables. En une phrase, l'idée est simple. Un flux mesuré rend la décision publique moins arbitraire. Ce chiffre ne signifie pas seulement beaucoup de passages, il signifie surtout que la frontière n'était pas vide, elle était simplement illisible. La densité de mobilité existait déjà, mais elle n'entrait dans aucune statistique, donc dans aucune politique. Une fois mesurée, elle devient un argument. On peut dimensionner les équipes, organiser les horaires, repérer des pics, identifier des itinéraires. La donnée crée une continuité et la continuité fabrique de la confiance. Un deuxième signe se dessine, l'évolution des incidents signalés. Dans le même intervalle, les autorités observent une baisse de 37% des incidents frontaliers rapportés dans la zone sud-ouest. Cette diminution reflète l'effet dissuasif d'une présence visible et régulière. Elle suggère aussi un déplacement des trafics vers des routes moins surveillées. Enfin, elle indique que la coordination, appuyée par l'énergie solaire et une routine administrative stable, rend l'environnement plus prévisible, donc plus difficile à manipuler. En une phrase, l'idée est simple. La visibilité constante réduit les opportunités d'infiltration et d'abus. Ici, la statistique compte, mais le mécanisme compte davantage. Ce n'est pas une victoire abstraite, c'est une réduction du champ d'action des acteurs opportunistes, parce que l'imprévisibilité recule. Quand les patrouilles interviennent sur la base de données plutôt que d'intuition, l'erreur diminue. Quand un poste ouvre chaque matin sans interruption, il devient un point fixe dans un espace historiquement mobile. Et dans les zones fragiles, un point fixe vaut parfois plus qu'une démonstration ponctuelle de force. Un troisième signe s'impose, la création d'une microéconomie. Plus de 200 emplois directs et indirects apparaissent autour du poste dans une localité presque dépourvue d'activité formelle quelques mois plus tôt. Le chiffre est et le charte est modeste à l'échelle nationale, mais il change un village. Il crée des chaînes d'interaction, transport, restauration, réparation, vente de produits frais. Il stabilise des familles qui, auparavant, migraient par précaution. Et il convertit un lieu de passage incertain en nœud d'opportunités quotidiennes. En une phrase, l'idée est simple. Des emplois réguliers transforment la peur en projet de vie. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une cohérence.
Quand l'état devient prévisible, les comportements collectifs changent. Les habitants adoptent plus facilement les routines administratives parce qu'elles produisent donc des résultats de visibles. Les commerçants planifient mieux leurs trajets parce qu'ils connaissent la disponibilité de l'eau et de l'électricité. Les gardes travaillent avec des signaux plutôt qu'avec des impressions. Et chaque donnée transmise à Ouagadougou nourrit une cartographie plus fine des mobilités humaines. C'est dans cette logique que la rhétorique de Ibrahim Traoré trouve un ancrage concret. La souveraineté n'est pas seulement un discours, elle devient une matière mesurable. À Galguli, la technologie n'agit pas comme vitrine. Elle aligne la preuve, l'usage et la perception. La question centrale n'est donc pas uniquement combien, mais combien de temps, car un modèle ne tient pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il dure. Deux lectures s'affrontent autour de Galguli, et chacune mérite d'être prise au sérieux, parce qu'elle repose sur des arguments solides et des inquiétudes légitimes. La première lecture voit dans le poste une avancée maîtrisée. Elle insiste sur un point central. L'État burkinabé démontre qu'il peut moderniser une marge fragile avec ses propres agents, ses propres procédures et une continuité quotidienne. Pour ses partisans, le symbole n'est pas décoratif. Les données restent au Burkina Faso, les uniformes sont burkinabés et l'organisation du flux produit une stabilité que la région n'avait plus connue. Dans cette perspective, Galguli n'est pas un gadget mais une preuve. Une souveraineté appliquée peut naître d'une routine et la routine peut s'imposer même là où la peur dominait. La seconde lecture, tout aussi cohérente, et considère Galguli comme une dépendance masquée. Elle rappelle que le financement et l'équipement s'appuient sur des partenaires internationaux, l'OIM, ainsi que des contributeurs comme l'Allemagne ou le Japon. Pour ces critiques, la modernité visible pourrait dissimuler une fragilité structurelle. Si les pièces, les standards techniques ou les budgets dépendent d'un extérieur, alors la souveraineté est partielle. Ils redoutent qu'un poste devienne un laboratoire où l'on expérimente la modernisation sans que les ressorts profonds appartiennent réellement au pays. Et ils posent une question simple. Que se passe-t-il le jour où l'aide se retire ou se conditionne? La réponse ne passe pas par un slogan, mais par les faits observés sur le terrain. L'OIM affirme que les normes éthiques sont respectées et que les agents locaux sont formés à la protection des données. Aucun superviseur étranger ne pilote le poste au quotidien et la seule bannière visible demeure celle du Burkina Faso. Surtout, les résultats mesurables s'accumulent. Plus de 74 000 passages enregistrés en moins d'un mois, une baisse de 37% des incidents signalés dans la zone sud-ouest et plus de 200 emplois directs et indirects générés autour du site. Ces éléments ne prouvent pas l'autonomie totale, mais ils montrent une maîtrise fonctionnelle réelle. Ainsi, le Stillman ne tranche pas, il éclaire. Les deux lectures coexistent et le point décisif devient une question de durabilité. Si le poste continue de fonctionner sans interruption, si la maintenance se localise et si la donnée reste gouvernée par des règles nationales, alors l'aide extérieure cesse d'être une tutelle et devient un levier. Si l'un de ces piliers vacille, la critique reprendra immédiatement toute sa force. La frontière ne cède plus. Cette phrase, sèche et presque minimale, résume le basculement du milieu de parcours. Malgré les rumeurs, les tests silencieux et les spéculations remontées jusqu'à Ouagadougou, le poste de Galguli n'a jamais fermé une seule journée. Chaque matin, les scanners s'allument. Les patrouilles reprennent leur cadence. Les câbles solaires brillent comme une mécanique évidente. La stabilité n'est plus un objectif, elle devient un fait répété. Ce maintien obstiné modifie aussitôt la lecture régionale. Le Ghana y voit un rempart contre certains trafics transfrontaliers.
La Côte d'Ivoire observe un dispositif susceptible de ralentir ou de rediriger des routes commerciales. Plus loin, au Mali et au Niger, des responsables évoquent déjà un modèle africain de souveraineté intelligente, non par sa puissance, mais par sa constance. Galguli cesse d'être un point isolé. Il devient un repère comparatif. Pour Ibrahim Traoré, cette endurance agit comme une validation intermédiaire. Le symbole n'a pas flanché sous la première pression, il a résisté. Et ce constat change l'échelle. Si un avant-poste tient, alors une doctrine nationale devient envisageable, fondée sur la répétition plutôt que sur l'annonce. Pour l'État, l'effet le plus immédiat est un gain de lisibilité. Plus de 74 000 mouvements enregistrés en moins d'un mois transforment une zone autrefois floue en espace mesurable, où l'on peut dimensionner des équipes, planifier des horaires et détecter des anomalies. La baisse de 37% des incidents signalés dans la zone sud-ouest n'est pas seulement un indicateur de sécurité, elle devient un argument administratif parce qu'elle montre que la routine peut déplacer les risques. Chaque donnée transmise à Ouagadougou nourrit une cartographie plus fine des mobilités humaines et cette précision change la manière de gouverner une marge. Dans cette logique, Ibrahim Traoré obtient un levier politique rare, une souveraineté qui s'appuie sur des preuves répétées et non sur une déclaration. Pour les acteurs économiques, Galguli agit comme un stabilisateur de calendrier. Une microéconomie se forme autour de plus de 200 emplois directs et indirects, et ce chiffre modeste produit pourtant un effet de chaîne. Transporteurs, restauratrices, réparateurs, vendeuses de produits frais. La présence régulière des gardes et la disponibilité de l'eau et de l'électricité rendent possible des horaires fixes, donc des investissements minuscules mais continus. Dans une zone où l'incertitude faisait fuir les flux, la prévisibilité attire à nouveau des circuits commerciaux qui avaient dit contourner la région. Le poste ne se contente pas de filtrer, il organise l'attente, réduit l'aléatoire et transforme un lieu de passage en point d'échange. Pour les habitants, la conséquence la plus profonde est psychologique, parce qu'elle touche au quotidien. Quand l'infrastructure ouvre chaque matin sans rupture, la peur perd son avantage principal, l'imprévisibilité. Les enfants jouent près des installations solaires. Les commerçantes installent leurs étals plus près de la ligne et les trajets se planifient avec moins d'angoisse, signe que la routine remplace la rumeur. L'accès régulier à l'eau potable, assuré par le forage, modifie des gestes domestiques et libère du temps, ce qui peut sembler secondaire mais change la texture d'une journée. Dans cet environnement, la frontière cesse d'être une menace latente. Elle devient un service auquel on s'habitue. Et l'habitude, dans le Sahel, vaut parfois comme une victoire silencieuse. Pour l'espace régional, enfin, Galguli devient un repère stratégique disproportionné par rapport à sa taille. Le Ghana y voit un corridor plus lisible où la coordination des patrouilles réduit certaines opportunités de trafic. Genre la Côte d'Ivoire observe les effets possibles sur les routes commerciales et sur la sécurité de ses propres marges. Au Mali et au Niger, certains responsables évoquent déjà un modèle de souveraineté fonctionnelle, un poste qui tient non par la force symbolique mais par la constance. Les organisations internationales observent le site comme un laboratoire. Si un dispositif peut durer dans une zone fragile, alors la reproductibilité devient un débat sérieux. La conséquence régionale majeure n'est donc pas un changement de frontière, mais un changement de référence, un standard minimal de présence publique, que d'autres marges commencent à comparer à leurs propres failles. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires sont plausibles et aucune ne dépend d'un seul facteur spectaculaire.
Tout se joue dans la continuité du service, la qualité des données transmises et la perception locale de sécurité. Galguli n'est pas un projet qui convainc par une inauguration. Il convainc par sa capacité à durer semaine après semaine sous pression. D'abord, une trajectoire de consolidation prudente est possible. Le poste poursuit son fonctionnement quotidien sans rupture notable. Les patrouilles Burkina-Ghana se stabilisent avec des routines partagées et des ajustements progressifs face au déplacement des trafics. Les bases de données biométriques restent opérationnelles, alimentant régulièrement la planification du ministère de la Sécurité. La maintenance des panneaux solaires et des scanners devient plus locale et l'État privilégie une logique méthodique, prouvée avant de déployer. Dans ce cadre, l'extension vers Dola, Yendéré ou Maduba avance par étapes au rythme de la formation et de la maintenance sans annoncer une victoire définitive. Ensuite, une trajectoire plus optimiste peut s'imposer, la diffusion du modèle. La stabilité de Galguli devient un argument régional. D'autres pays du Sahel envisagent d'adapter l'approche biométrique solaire à leur marge, non comme une copie, mais comme une méthode. L'Union africaine cite l'expérience comme exemple de souveraineté démontrée par la routine. Les partenaires internationaux, au lieu d'imposer des cadres rigides, privilégient un soutien technique centré sur la montée en compétences locales, ce qui réduit la crainte de dépendance. Dans cette configuration, le Burkina Faso se positionne comme exportateur de méthodes et Ibrahim Traoré obtient un levier politique: convertir une marge fragile en vitrine fonctionnelle sans tutelle directe. Enfin, une trajectoire vulnérable demeure: l'incident symbolique. Une attaque ciblant les infrastructures solaires ou les systèmes biométriques, même brèves, pourrait interrompre la routine qui fonde la confiance. Une seule nuit de rupture suffirait à relancer les rumeurs, à fragiliser le moral local et à décourager des bailleurs. Le risque principal n'est pas uniquement matériel, il est psychologique. La croyance que les marges peuvent redevenir prévisibles se dégrade vite. Un même conseil traverse ces trois trajectoires: observer moins les annonces et davantage la constance. Et une question demeure en suspens, parce qu'elle décidera du passage du prototype à la doctrine. Qu'est-ce qui garantit concrètement c'est que la routine ne se brisera pas au premier choc? Pour celles et ceux habitués aux zones grises, l'expérience de Galguli agit comme une confirmation rare. Un territoire longtemps perçu comme ingouvernable peut redevenir prévisible. Ce public retient d'abord la constance parce qu'elle est ce qui manque le plus dans les régions fragiles. Un poste qui ouvre chaque matin, des scanners qui fonctionnent sans interruption, une routine qui remplace l'improvisation. Ce qu'ils voient n'est pas une vitrine technologique, mais la possibilité de traverser, de vendre, de planifier sans craindre une rupture soudaine. Dans un Sahel où la confiance se fissure vite, cette continuité produit un soulagement discret, presque physique. Pour les acteurs économiques et sociaux, Galguli devient un exemple tangible d'effet multiplicateur. L'eau, l'électricité, les flux, les emplois, ces éléments convergent vers une amélioration quotidienne mesurable. Ils interprètent le poste non comme un outil de contrôle, mais comme un moteur d'organisation locale. Le point décisif est l'anticipation. Quand un service fonctionne vraiment, des horaires se stabilisent, des transporteurs reviennent, des marchés se structurent. Même des investissements modestes deviennent d'agences possibles parce qu'ils s'appuient sur une prévisibilité minimale. Pour un public extérieur, souvent éloigné des réalités sahéliennes, Galguli agit comme un révélateur. Il bouscule l'idée que la modernisation serait forcément imposée de l'extérieur ou condamnée à l'échec dans les marges. La combinaison coopération technique et maîtrise opérationnelle locale oblige à revoir la façon dont on pense la souveraineté, non comme un drapeau, mais comme une pratique quotidienne mesurable.
Deux gestes simples peuvent alors guider le regard. Observer la routine plutôt que l'annonce et regarder les marges comme des fondations possibles, pas comme des périphéries condamnées. Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique pérenne, une feuille de route doit être précise, mesurable et résistante aux rumeurs. L'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais d'installer une continuité capable de tenir face aux saisons, aux tensions et aux tentatives de sabotage. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ne peut pas se contenter d'un symbole. Il lui faut un mécanisme reproductible. D'abord, une maintenance locale continue doit être organisée. Chaque mois, un contrôle complet des panneaux solaires, du forage et des scanners biométriques doit être mené avec un registre d'intervention et un stock minimal de pièces critiques. L'indicateur central est simple, zéro interruption non planifiée. Ensuite, une coordination Burkina-Ghana structurée doit s'ancrer dans un calendrier partagé. Les patrouilles conjointes suivent un planning fixe avec un rapport bimensuel sur les flux sensibles et les itinéraires déplacés. Le critère d'évaluation combine réduction des incidents signalés et capacité à anticiper des mouvements plutôt qu'à réagir tardivement. Puis, une duplication progressive du modèle peut s'enclencher. L'extension vers Dola, Yendéré ou Maduba réplique le triptyque énergie solaire, formation locale, transmission numérique directe vers Ouagadougou. Le rythme cible reste clair. Un nouveau poste opérationnel tous les 6 mois, sans ouvrir un site tant que le précédent n'est pas stabilisé. Dans le même esprit, un audit trimestriel assorti de transparence doit s'imposer. Un rapport public documente la protection des données, la tolérance zéro pour les abus et les mécanismes de recours. La confiance dépend d'une visibilité régulière sur la manière dont l'information circule. Enfin, un suivi communautaire mensuel doit donner la parole au terrain. Commerçants, femmes, leaders religieux évaluent l'accès à l'eau, la perception de sécurité et la fréquentation du marché. Si les habitants considèrent Nétière le poste comme un espace qui leur appartient, la stabilité devient durable. En fin d'après-midi, lorsque Bernardette Cambiré referme son étal, un bourdonnement léger traverse l'air, celui des panneaux solaires qui continuent de produire, même quand la poussière retombe. Ce son discret ressemble à un détail, mais il condense tout le récit. Avant, la frontière n'était qu'un passage incertain, une rumeur d'État portée par la radio. Aujourd'hui, la routine a remplacé l'improvisation, et ce remplacement se mesure dans des gestes simples. L'eau coule, le marché ouvre, les gardes s'allument, les enfants jouent sans se cacher. C'est là que la transformation devient émotionnelle, parce qu'elle ne dépend plus d'un discours. Elle dépend de ceux qui restent, de ceux qui reviennent, de ceux qui osent planifier une journée entière sans s'attendre à une rupture. Dans cette scène ordinaire, la vision d'Ibrahim Traoré prend une forme tangible, une souveraineté qui ne s'impose pas par la force des symboles, mais par la stabilité des gestes répétés. Bernardette n'en fait pas une théorie, elle en fait une expérience vécue, presque intime. La phrase qui reste finalement est courte. La stabilité naît de la répétition. Au-delà des chiffres, des scanners et des débats sur la souveraineté, Galguli raconte une idée simple. Une communauté change quand la présence publique devient prévisible. Ce poste, minuscule sur une carte, montre qu'une frontière peut être autre chose qu'une ligne, un service, un moteur économique, un espace où les habitants se reconnaissent à nouveau dans l'État. Ce renversement silencieux oblige à déplacer le regard parce qu'il rappelle que les marges ne sont pas seulement des périphéries. Elles peuvent devenir des fondations. La question, dès lors, dépasse le Burkina Faso. Comment chaque société traite-t-elle ses propres zones oubliées? Les voit-elle comme des lisières lointaines ou comme les points fragiles où tout peut se défaire?
L'expérience de Galguli invite à observer la routine comme une force politique et la stabilité comme un bien commun fragile, construit jour après jour. Si vous souhaitez que ce type d'analyse continue d'éclairer les dynamiques sahéliennes, les transitions locales et les formes concrètes de souveraineté, vous pouvez soutenir ce travail en partageant, en commentant et en posant vos propres questions. Et pour ouvrir la discussion, qu'est-ce qui, selon vous, rend une frontière réellement vivable? La technologie, la présence humaine ou la confiance qui naît quand tout recommence chaque matin?